Chers frères et sœurs d'Algérie, chers frères et sœurs du Hogar, bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous sommes le 11 décembre. Le 11 décembre est intimement lié à la guerre de libération nationale. Pensez au 11 décembre 1960. Malheureusement, à voir ce qui s'est passé le 1er novembre 2025, personnellement, j'ai le droit, je ne suis pas en droit, je suis triste pour le massacre de l'un des plus beaux héritages de la nation algérienne, la guerre de libération nationale et l'indépendance qui s'en est suivie. Ce qui s'est passé le 1er novembre 2025 est horrible. De faux généraux de l'état-major et un faux président de la République, réellement concierge d'Emmanuel Macron à El Mouradia, ont insulté la révolution algérienne en disant qu'ils ont insulté la révolution algérienne. Ils ont insulté les jeunes femmes, les jeunes garçons, les jeunes hommes, les jeunes filles, les hommes et les femmes qui nous ont libérés. Dans 4 jours, le 15 décembre, c'est la date du décès de Hussein Ahmed. Donc, le 15 décembre, pour ce jour, à travers Hussein Ahmed, c'est la vie de tous les révolutionnaires algériens que je veux célébrer. Je répète. Donc, dans les mots qui suivront, c'est la vie de Hussein Ahmed que je veux célébrer. Le décès de Hussein Ahmed a fait ce qu'il a fait en Algérie. Il a produit ce qu'il a produit en Algérie. Je reviendrai dessus. Mais aujourd'hui, c'est la vie de tous les révolutionnaires comme Hussein Ahmed que je veux célébrer. C'est une célébration. Ihtifal, Tamara. Underneath this lantern, by the barrack gate, darling, I remember the way you used to wait. Time would come for roll call, time for us to part. Darling, I would caress you and press you to my heart. And there, that far off lantern light, I would hold you tight, my lily of the lamplight, my own Lily Marlin, my own Lily Marlin. C'est un poème traduit en anglais. C'est le poème qui s'appelle Lily Marlin du poète allemand engagé Hans Liep. C'est ce poème qu'a traduit Hussein Ahmed pour faire prendre conscience à toutes les personnes qui l'entourent, à toutes les personnes qui l'entendront, qu'il a traduit. C'est Hussein Ahmed a traduit ce poème qui s'appelle Lily Marlin de Hans Liep en kabyle. Sous quel titre a-t-il été traduit par Hussein Ahmed? Tadoukli. Union. Donc, pour ce 11 décembre, en pensant au 15 décembre et en pensant à toute la vie de Hussein Ahmed de 1926 jusqu'à 2015.
C'est cette tadoukli, c'est cette union qui doit être portée au pinacle en Algérie. Chers compatriotes, tadoukli, ce titre trouvé par Hussein Ahmed à la traduction qu'il a faite à ce poème allemand, je suis désolé, je ne lis pas l'allemand. Et sa traduction en français me dérange. N'est pas aussi puissante que la traduction en anglais. Dérange. Donc c'est ce poème de Lili Marleen traduit par Hussein Ahmed vers le kabyle sous le titre Tadoukli, Tadoukli, qu'il faudra rechercher. Rechercher pour voir quel est le sens que lui a donné Hussein. Il a utilisé la poème pour il a utilisé de la poésie pour la révolution, en plus de tous les isfra qu'il a écrits lui-même. Il a utilisé de la poésie. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, je vous supplie de sacraliser l'union en Algérie. Je vous supplie de demeurer pacifique. Je vous supplie d'être solidaire des soldats algériens postés le long des frontières, en particulier les frontières du Sud, sans négliger les frontières de l'Ouest et les frontières de l'Est. Demeurez pacifique, demeurez unis. Dites votre solidarité à tous les soldats algériens qui font ce qu'ils peuvent pour nous sauver. Je vous supplie, Tadoukli, l'union, Tadoukli, Tadoukli, ce poème de Hussein Ahmed encore une fois. Je commence à parler de manière passionnée. Et je déteste ça. Je veux parler d'une manière raisonnée. C'est Tadoukli. Avec les crétins qui sont à l'état-major de l'armée, avec le crétin, le crétin qui est à la conciergerie de Macron à El Mouradia. Cette union est impossible. Donc c'est nous tous Algériens, nation algérienne, c'est nous tous qui devons la réaliser et la mettre en œuvre. Okay? C'est cette union, c'est cette tadoukli qui bloquera un tant soit peu, je dis bien, qui bloquera à minima le partitionnement de l'Algérie, cet objectif ardent du roi Emmanuel Macron, qu'il réussira avec ceux qu'il commande à Alger. Il réussira le partitionnement de l'Algérie. Ce partitionnement de l'Algérie, cette explosion de l'Algérie, sans Tadoukli, sans union, sera possible. Et elle fera énormément plaisir aux sbires d'Emmanuel Macron. Le sbire en chef d'Emmanuel Macron, c'est Jacques Attali. Les autres, les sbires accessoires, les sbires accessoires d'Emmanuel Macron sont Éric Zemmour, Éric Ciotti, Benjamin Stora est un sbire de Macron. Même si vous trouvez du beau dans ce qu'il dit, alors que ce qu'il dit est extraordinairement moche et vilain. Les Bruno Retailleau,
les Éric Ciotti, les Marine Le Pen, les Éric Zemmour, les Jordan Bardella et autres haineux de l'Algérie. Ils sont tous au service d'Emmanuel Macron. Ils ont tous compris qu'ils ne doivent pas, qu'ils doivent maintenir l'Algérie sous contrôle français. Donc, Tedoukhli doit être le motto de toute la nation algérienne, de tous ceux qui aiment la patrie. Profite. J'ai cité quelques noms. La liste est très longue. Je peux vous ajouter quelques journalistes chroniqueurs que vous voyez tous à travers les chaînes françaises, malheureusement à travers le poison que vous avez en Algérie. Regardez les jeux sur les chaînes de télévision françaises. Combien vous fasse, vous allez passer le temps, etc., etc. Mais écoutez tous les chroniqueurs, les journalistes, les machins là qui traînent sur les plateaux de télévision et ensuite sortir dans les villages, dans les rues d'Alger, dans les villes et villages d'Algérie, dans les cafés d'Algérie, dans les bars d'Algérie et dire que un tel a dit ceci, il a raison, etc. Oui, j'ai évité de citer les Éric Nolot, François-Olivier Gisbert, l'un des pires de tous, hein, l'un des pires de tous, c'est Yves Tréhard du Figaro. Vous allez sortir, ils ont raison, ce qu'ils ont dit est vrai. Ils ne disent absolument rien de vrai. Tout ce qu'ils disent sert les intérêts de la France. Ok? Et pour servir les intérêts de la France, ils peuvent commettre tous les mensonges utiles à la France. Actuellement, je m'interdis de mentir parce que le mensonge a une portée limitée. Mais je m'autorise à jouer tous les jeux que veut Emmanuel Macron. Je m'autorise, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, en parlant d'information, nous sommes là en décembre 2025. Là, j'ai abandonné les notes. J'ai quelques notes que j'ai préparées, mais je les abandonne. Là, en décembre 2025, vous êtes pris dans un volcan pire que tous les volcans japonais et indonésiens réunis. De l'information, de la manipulation et de l'intox. Ça, c'est le premier, hein. Chers compatriotes d'Algérie, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du dédain. Notre pays est un pays sous-développé. Et nous sommes toujours dans la culture de 1970-1980 parce que nous n'avons pas de livres. Peu de personnes lisent en Algérie, là. Donc, d'un côté, vous êtes pris sous le feu, sous le magma, sous la lave de tous les volcans d'Indonésie et du Japon réunis. Vous êtes pris sous le feu, le bombardement par l'intelligence artificielle. Vous êtes très facile à manipuler. Je fais de mon mieux pour attirer l'attention sur les manipulations dont vous êtes victime en Algérie. Ici au Canada, nous sommes noyés par manipulation via l'intelligence artificielle. Ça, c'est un deuxième élément. Donc, vous avez la presse, vous avez l'intelligence artificielle. Le troisième élément, les services secrets.
tous les services secrets de la planète sont en guerre. Non. Tous les services secrets de la planète sont en guerre. Je dis bien tous. Il y a les puissants, il y a les forts, ceux qui sont forts, ceux qui ont la force. Il y a ceux qui ont la puissance, il y a ceux qui ont la force, et il y a ceux qui ont l'idiotie comme arme. OK? Ce qui reste, j'ignore s'il en reste quelque chose des services secrets algériens et de tous les services secrets africains. S'il en reste quelque chose, ce sera une grosse quantité d'idiotie. Okay. Par contre, les services secrets français, américains, canadiens, chinois, russes, anglais, israéliens, carburent au feu. Ils carburent au feu. Ces services secrets ne lâchent absolument rien. Pendant que les décideurs politiques négocient, eux, ils se tirent dessus. Entre eux, ils se tirent dessus. C'est construire le rapport de force. Maintenant, croyez-vous que les services secrets du roi Emmanuel Macron, lui qui aime l'espionnage, sont passifs dans ce que font les Algériens en France? Non. Croyez-vous que les services secrets du Canada, la GRC, sont passifs de ce que nous faisons au Canada? Non. Ils sont là, ils nous suivent. Five Eyes, les 5 yeux, ils nous suivent, etc. Ben, tant qu'ils parlent, c'est pas grave. Tant qu'ils n'appellent pas au terrorisme, c'est pas grave. Mais par contre, voir ce qui se passe entre les services secrets canadiens et les services secrets chinois, d'un côté, les services secrets canadiens et les services secrets indiens, d'un autre côté, entre les services secrets canadiens et les services secrets américains, en coopération positive ou bien en antagonisme. C'est affreux. Bon. En France, en restant dans ce domaine politique et informationnel, après avoir cité les quelques politiques et journalistes français là, à Jean-Luc Mélenchon, sur votre combat, vos actions politiques, votre militantisme politique en France est constant et persévérant. Il est clair, il est à votre honneur. Ce sont les Français et les Françaises qui décideront de sa sanction. Sanction au sens neutre, hein. Sanction, élimination de la course, d'une course électorale, sanction, succès dans une course électorale. Vous serez élu. Former un gouvernement pour la présidence de la République. Ça, c'est la nation française qui en décidera. Vous avez dans certains de vos mots, quelques déclarations, une que j'ai entendue, que j'ai écoutée, elle était très brève. Vous avez dit que vous avez connu Hussein Ahmed, que vous avez de l'admiration ou du respect pour l'homme, mais que vous avez divergé sur la gestion du phénomène islamiste, du courant islamiste. Bon, pour l'islamisme, Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet entre nous deux là, hein. Je m'excuse de la trivialité de l'expression là, c'est un sujet à mettre au chiottes là, hein. Si les lobbies sionistes et les lobbies juifs vous imposent une rhétorique
sur l'islam et l'islamisme, les extrémismes. Il ne peut pas y avoir plus extrémiste que, que les sionistes les plus ultra-orthodoxes. Il ne peut pas y avoir. Hein. Il ne peut pas y avoir plus puissant qu'eux. Bon, on évacue l'islamisme de cette histoire-là. Donc, vous avez dit de Hussein Aït Ahmed que vous le connaissez, que vous le respectiez. Vous avez ces divergences. J'utilise la vie de Hussein Aït Ahmed pour éviter à mon pays la catastrophe. J'utilise la vie de Hussein Aït Ahmed pour vous dire à vous, Jean-Luc Mélenchon, que les nations algériennes et françaises peuvent aller de l'avant. S'il vous plaît, auriez-vous la sagesse, la lucidité d'aller un peu plus au fond de votre pensée, plus que sur Hussein Aït Ahmed, mais sur la relation Algérie-France. Devriez-vous faire des efforts pour demander à la clique de Jacques Attali, Dominique de Villepin, Benjamin Stora and Co. de cesser de se la ramener beaucoup là sur l'Algérie? Devriez-vous dire à Emmanuel Macron et à vos services secrets de la DSD ou du SDEC, service secret français, hein, la direction de la surveillance du territoire et toutes ces salades-là, que même si elles doivent continuer à contrôler toutes les activités politiques, qu'elles soient de propagande pacifique à des fins de paix ou de propagande à des fins de guerre, etc., ils doivent continuer. Mais l'instrumentaliser, même si je conçois, hein, c'est un jeu qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Instrumentaliser ça pour faire du yo-yo entre l'Algérie et la France, non. Ce n'est pas la libération de l'écrivain là la libération de l'écrivain là n'est pas annonciatrice de meilleurs jours là. Ce n'est pas la détention du journaliste français en Algérie pour une affaire à Tizi Ouzou qui va dégager le ciel entre les relations, le ciel des relations entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas ça là. Ça c'est du pipeau là. Dire là. Emmanuel Macron, vous avez la chance, c'est à Jean-Luc Mélenchon que je m'adresse, hein, vous avez la chance d'avoir Emmanuel Macron, un gars hyper intelligent, hyper efficace, mégalomane, qui doit vous garder toute l'Afrique sous le contrôle de la France. Avec plus ou moins de succès. En face, bien sûr, il y a les Poutine, il y a les Donald Trump, il y a les Xi Jinping, il y a Moïdra, là, le Premier ministre d'Inde. Mais actuellement, Emmanuel Macron vous fait un travail extraordinaire. Il contrôle le chancelier allemand, il contrôle le chancelier Flasque anglais, Starmer, et il a une très très grosse influence sur Mark Carney, le Premier ministre du Canada. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est temps d'éteindre le brasier de l'immigration en Algérie, de l'immigration algérienne en France. Hein. C'est un brasier, ça couvre là. Hein. Bon, je continue. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, c'est le 23 mai 1945, c'est-à-dire 15 jours,
15 jours après le massacre, le génocide du 8 mai 1945. La guerre de libération nationale devait commencer. C'était le 23 mai 1945 que devait commencer la guerre de libération nationale. À cette date, au 23 mai 1945, Hussein Ahmed, Hussein, né le 20 août 1926, avait 18 ans et 8 mois. Au 23 mai 1945, Hussein Ahmed, né le 20 août 1926, avait 18 ans et 8 mois. Depuis 1962, le niveau de conscience politique, le niveau de patriotisme chez les générations transversales de 18 ans, chez les générations qui ont eu, transversales, hein, qui ont eu 18 ans depuis 1962. Les générations de 1962, les générations de 63, la génération de 64, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2015. Comment est-il possible de décrire le niveau de patriotisme et de conscience politique chez ces générations algériennes? Donc en 1945, Hussein Ahmed, il commençait déjà, il était très actif, qui avait 18 ans et 8 mois. Il était très actif. Les générations de 18 ans et 8 mois, depuis 1962 à ce jour, s'il vous est demandé de la représenter en termes d'engagement, en termes de sacrifice, d'honneur, tout, pour la patrie, hein, pour la patrie, comment pourrait être représentées ces valeurs? Une fonction exponentielle inverse. Une fonction exponentielle inverse. La fonction exponentielle augmente rapidement. Quand vous l'inversez, elle descend rapidement. C'est ce que je pense. Hussein Ahmed, en avril 1952, il est parti de Genève au Caire. Avril 1952, avant avril 1952, il avait passé 8 mois de repos, quelque part, de repos. Il était en France en attendant de partir au Caire. Il a vécu en France, il a parlé des restaurants dans lesquels il a mangé, il a parlé des hommes et des femmes qui se battaient en France, il a parlé des bibliothèques dans lesquelles il lisait, il a parlé des piscines dans lesquelles un de ses amis était un excellent nageur, j'ai oublié le nom, etc. Mais depuis avril 1952, c'est la diplomatie pour la révolution algérienne qui a commencé. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la diplomatie actuelle, algérienne bien sûr, la diplomatie algérienne n'a de nom, n'a de diplomatie que le nom. Il faut l'appeler affaires étrangères, diplomatie, relations internationales, n'a que le nom. Que ce soit de ses représentants à l'ONU, que ce soit de ses agents à la Commission de l'Union africaine, que ce soit de ses agents dans les institutions internationales, dans les autres institutions internationales, que ce soit de la Khourda du ministère des Affaires étrangères. Je cite là maintenant, l'ambassadeur d'Algérie à Washington. Quelle calamité! Non, il faut l'appeler diplomatie, c'est la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne, c'est ce que nous avons.
c'est ce que les généraux ont choisi. Donc, ils n'ont choisi que ce qui est à leur image. Théorème. Quiconque a trahi Hussein Aït Ahmed et Lounas Ma'toub est infréquentable. Théorème. Quiconque a trahi Hussein Aït Ahmed et Lounas Ma'toub est infréquentable. C'est un théorème aisément démontrable par récurrence. Il est aisément démontrable par récurrence. Hussein Aït Ahmed a traduit le poème Lili Marleen, donc de l'allemand Hans Lipp. Darling, I would kiss you and press you to my heart, and there, that far off lantern light, I would hold you tight. We would kiss. Good night, my lily of the lamplight, my only Lily Marleen. C'est un poème de politique engagée contre le nazisme, ça, hein? C'est un poème. L'engagement contre le nazisme est porté par un poème révolutionnaire plein d'amour. Madame Toussia Jamila Aït Ahmed Netoudat, je me pose la question, à moi. C'est à moi-même, c'est moi-même qui me pose cette question. Combien d'épouses, je dis bien épouses, ont eu le privilège d'avoir vécu avec des hommes comme Hussein? Je me pose la question, je réponds. Peu. Sans les connaître toutes, je cite quelques-unes. La veuve de Mohamed Haroun, les veuves de Lounas Ma'toub, la veuve de Halim Sili, ce sont des Algériens. Je cite encore la veuve d'Ernesto Che Guevara, la veuve de Victor Jara, la veuve de Thomas Sankara. Il m'est ardu d'imaginer les difficultés et les crises que ces hommes et femmes, en tant que couple, ont vécu. Il m'est ardu. Ce qui m'est facile par contre, c'est d'affirmer avec certitude que ces femmes ont vécu les bonheurs les plus mielleux, le bonheur d'être aimé, le bonheur d'être respecté. Difficile d'imaginer dans ces détails de vie privée comment toutes ces veuves ont partagé leur âme avec le sort de la patrie, avec le sort d'une nation, avec le sort d'un peuple. L'autre difficulté dans ce genre de couple, Mohamed Haroun, Halim Sili, Hussein Aït Ahmed, Hussein, en même titre que Mohamed Haroun, sont des génies. Par certaines lectures que j'ai eues, il est affreux de vivre avec de tels génies est extraordinairement difficile. Les supporter parce qu'ils n'ont pas une longueur d'avance, ils ont des milliers de longueurs d'avance. Donc, être dans le rythme
est une corvée, pour ne pas dire plus. C'est une corvée d'être dans les mêmes élans, dans les mêmes cadences que des hommes comme Hussein Ahmed. Et ça, ce décalage crée des déphasages. Oui, je comprends que vous toutes, femmes, épouses de ces hommes de génie, comme Hussein, vous avez le droit d'avoir votre homme pour vous-même. Vous avez le droit de lui dire, tu es mon homme, tu es ma propriété exclusive. Mais il est difficile à un homme libre d'être une propriété exclusive. Il est difficile à un homme humaniste d'être une propriété exclusive. Il est impossible à un révolutionnaire d'être une propriété exclusive. Avec des hommes monuments, avec ces hommes monuments, Hussein Ahmed, qui, soit dit en passant, c'est lui qui a recruté Abban Ramdan. Des hommes dont l'engagement patriotique, fait d'humanisme, fait de don de soi, est plein d'amour. Je me demande, comment avez-vous vécu, toutes ces femmes, comment avez-vous vécu les peines et les trahisons dont ont été victimes vos hommes? Comment ces hommes ont vécu leurs peines? Les trahisons dont ils étaient victimes, dans la dignité de leur silence. Il m'est difficile d'imaginer quelle est la peine intérieure de Hussein quand il se recueillait sur la tombe de Halim Sili. Papa, mais est-ce que ces enfants, je m'excuse de citer les enfants de Hussein, est-ce que ces enfants, est-ce que son épouse, est-ce que les proches de Hussein arrivent à l'imaginer, pourraient la décrire? Je m'excuse d'avoir été dans ce domaine. On revient à plus sérieux maintenant, du moins, à plus terre à terre là. Chers compatriotes, le 1er novembre 2025, était pris par toutes ces histoires qui se produisent en Afrique. Hein. Les coups d'État en Afrique sont devenus des bonbons que distribue Emmanuel Macron. Donc l'Algérie aura son gros bonbon là. Hein. Elle aura un gros bonbon. Hein. Coup d'État. Le coup d'État, il aura lieu en Algérie. Il aura lieu si les généraux patriotes refusent de déclencher une révolution des œillets. Il y aura un coup d'État après. Une révolution des œillets déclenchée par des généraux à l'intérieur même de l'état-major de l'armée sera une bénédiction pour la nation algérienne. Les autres coups d'État pourraient avoir lieu par la Constitution, par les ordres d'Emmanuel Macron. Je le répète, les ordres d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voudra avoir toujours... Il m'est impossible de citer son nom, pas par crainte ou peur. Ça me dégoûte. Celui qui occupe la conciergerie là, de Macron, là, à Alger, là, Mouradia, il l'imposera. Il lui donnera 4-5 mandats comme il l'a fait pour Paul Biya, Alassane Ouattara, Patrice Talon au Bénin. On te donne 4-5 mandats. Tu vas rester. Et il gardera les mêmes généraux. Il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron
est le seul chef d'État au monde à avoir convoqué un état-major militaire d'un pays soi-disant souverain à l'Élysée. Il faut le rappeler, ça. Emmanuel Macron a convoqué les généraux de l'état-major d'Alger, dirigés par l'escroc en chef, là, à l'Élysée. C'est pour cette raison que je dis les soldats généraux algériens d'Emmanuel Macron. Hein. C'est pas une formule langagière ou bien une tournure, etc., comme certains qui aiment ce genre. Non, c'est ça. Puisqu'il les a convoqués à l'Élysée, puisqu'ils ont reçu les ordres, etc. Et encore, je vais vous montrer un autre ordre. Convoqués à l'Élysée, ils ont reçu des ordres, des cadeaux, etc., certaines garanties, etc. Donc, ce sont les soldats généraux en Algérie d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est très simple. Donc, il fera ce coup d'État. Emmanuel Macron l'imposera. Ok. Après la honte, non, c'est pas une honte. C'est pas une honte, là. Quand vous n'avez rien dans la tête, dans la caboche, comme les généraux de l'état-major algérien, vous n'avez rien, etc. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Pas. C'est une question de puissance et de force. Ils ont la force, ils ont la puissance. Mais la nation algérienne a la force. Parlez, tout est possible. Un prétendu général de corps d'armée, général de corps d'armée, chef d'état-major, soldat d'Emmanuel Macron, a dit que l'Algérie est une ligne rouge. Ça, c'est le summum de l'idiotie, de la connerie et de l'ânerie. Un État ne peut pas être une ligne rouge. Je sais qu'il y a la ligne de Barlève. Je sais que sur les chaussées, il y a la ligne jaune. Continue. Un pays n'est pas une ligne rouge. Un pays, s'il est défendu, c'est une propriété collective. S'il n'est pas défendu, il deviendra un bien public universel. C'est tout le monde qui s'en servira. Mais par contre, au sein de la nation algérienne, il y a effectivement une ligne rouge. Il y a une ligne rouge au sein de la nation algérienne. La ligne rouge sépare deux groupes, un groupe minoritaire qui détient la puissance de feu. Ce sont les généraux de l'état-major et son décorum. Présidence de la République. Si tant est, c'est une présidence de la République. Donc il y a un groupe de généraux qui détiennent la puissance, sont à droite ou à gauche de la ligne rouge, situés peu un peu, situés là où vous voulez, une rouge. D'un côté, il y a des généraux qui détiennent la puissance, qui ont des instruments de la décision, formels et informels, et qui ont l'armement. L'armement au sens propre et figuré. L'armement, ce sont toute la l'armement, c'est la privatisation de la justice. L'armement, c'est la police et la gendarmerie qui peuvent taper sur n'importe quel Algérien ou Algérien. L'armement, pas que vous ignorez, que vous évitez de mentionner. C'est la Banque centrale. L'argent, le pèse, le pognon, le fric, l'oseille. Ok? La Banque centrale est la majeure, là. Hein? C'est pas les blindés, hein? Le blindé, il peut servir à quelque chose. Donc, d'un côté, il y a ce groupe de généraux, là,
ils ont les députés, ils ont les magistrats, ils ont la banque centrale, ils ont les gendarmes, ils ont la police, ils ont tout ce que vous voulez là pour décider. Ils ont un gouvernement, des ministres, agents de bureau, secrétaires qui écrivent, etc., etc. J'attends la publication de la loi des finances pour revenir sur les chiffres là. Hein. Donc, vous avez ça. Et de l'autre côté, vous avez les patriotes. Vous avez les patriotes et vous avez les passifs. Il y a des Algériens qui sont passifs. Ils s'en foutent royalement. Contrôlés par les généraux, ou par le diable ou par les mafias, ils s'en foutent. Je veux vivre, je veux, fichez-moi la paix. Bon, ben, c'est comme ça. Appelé trivialement, acheter un marché sur le Voilà. Il y a les patriotes. Ceux qui continuent à servir la nation algérienne. À la Banque centrale, je vous garantis qu'il n'y en a personne. À la Banque centrale, je vous garantis qu'il n'y a aucun patriote. D'accord? Au gouvernement, vous avez une partie de la mafia et une partie des HTM. Au niveau de la magistrature, vous avez des HTM et des peureux. Des peureux, les corrompus, etc. Et le raisonnement, il y a les papes dans les patriotes, dans la nation algérienne, oui. Il y a ces médecins qui soignent tant bien que mal les Algériens malades, sans poser trop de questions, mais qui dira qu'il lui est impossible de faire plus parce que la radiologie, parce que l'IRM, parce que ceci, cela, etc. Les traitements anti-cancer sont réservés aux généraux, etc. Mais il fait ce qu'il peut. Il y a les enseignants qui font ce qu'ils peuvent pour former les générations à venir, là. Un de mes amis en Algérie, il y a très longtemps, on lui a posé la question « Pourquoi es-tu soudeur ?» Soudeur, il fait de la soudure. Il a dit « Je préfère tordre l'acier et le souder que de tordre les enfants. » C'est un universitaire celui-là. Hein. C'est un universitaire. Il a dit que tu peux être enseignant à l'université, assistant à l'université, enseignant dans un lycée, dans un collège. Non, il a dit non, je préfère tordre l'acier que de tordre les générations futures. C'est un ami à moi. Pour célébrer son indépendance, l'Angola a invité Lionel Messi. Lionel Messi ne pouvant venir tout seul, il est venu dans l'équipe d'Argentine. L'État angolais a payé, l'information qui circule n'est pas fixe, elle est un peu variable. L'État angolais aurait payé entre 10 et 13 millions de dollars pour cette invitation. Je t'invite et je te paye. Je te paye ton invitation. 13 millions de dollars. Est-ce que l'État algérien pourrait payer, par exemple, c'est juste un exemple, le président de la Biélorussie pour 1 million de dollars pour 2 jours, en mangeant, buvant, en dormant, tout gratuit, pour 1 million de dollars, pour 2 jours, 2 millions de dollars. C'est possible. Est-ce que cela est possible? Oui. Est-ce une pratique saine dans la diplomatie dont j'ai parlé auparavant? Non. Est-ce que le président de la Biélorussie pourrait servir d'intermédiaire entre ceux qui décident pour l'acquisition de l'armement en Algérie et ceux qui le vendent, que ce soit en Russie, en Biélorussie, en Turquie par exemple? Ouais. Le président de la Biélorussie pourrait acheter de l'armement russe pour sa république et le revendre à la République algérienne. Ok, c'est possible.
Les Français, vous savez que l'accord de 1968, son annulation, abrogation, amendement, etc., il a alimenté tous les débats, il a alimenté tous les débats idiots que vous avez vus. Enfin, non, vous avez vu. Il a animé tous les débats idiots que vous avez vus. OK? Dans le terme de l'information, chers compatriotes d'Algérie, chaque fois que vous voyez ou que chaque fois que vous lisez le mot décryptage, sautez-le, passez-le, zappez-le. En recherchant de l'information avec une certaine connaissance des rouages internationaux, peut mettre 2 mois à analyser une situation. En Algérie et en France, décryptage. En moins de 3 heures, 4 heures, on vous balance décryptage. Décryptage quoi? Décryptage. L'accord de 1968, c'est un accord qui porte sur des minabilités. La circulation des personnes, l'établissement des personnes, c'est l'histoire de regroupement familial. Alors là, la plus grande chinoiserie, là, les Chinois m'excuseront, la plus grande chinoiserie, c'est la formation des Algériens. Allez, la formation, oui, pourrait bénéficier aux Algériens si l'État français finançait la formation des Algériens dans les universités françaises, dans les lycées français, dans les centres de formation professionnelle français. Si financé, si tu payes. Mais dans le secteur privé, monsieur, tu ne peux pas imposer à un patron de financer, de payer la formation d'un bonhomme, sauf, ça c'est une décision discrétionnaire. OK? À toute la classe politique française maintenant, hein? À toute la classe politique française. Pourquoi avez-vous évité de parler de l'accord de 2008 entré en vigueur le 1er février 2013, signé entre l'Algérie et la France par Hervé Morin, ancien ministre de la Défense français, et le général algérien Abdelmalek Grenzia. Okay. Donc pour l'accord de 1968 en Algérie, il a permis à des députés français, là, hein, il y a des députés en France, comme en Algérie, hein, il y a des députés qui sont élus parce qu'ils sont portés par des leaders. Hein. Prenez là, la France insoumise porte des candidatures. Hein. Ce n'est pas la valeur intrinsèque du candidat qui est choisi. Le candidat n'est pas choisi par sa valeur intrinsèque. Il est choisi parce que c'est du Front National, par l'étiquette, l'appartenance, la chapelle politique. En Algérie, c'est encore pire. Est-ce que, par exemple, je vais revenir dessus là, est-ce que vous connaissez le président de la commission défense nationale au Parlement algérien, à l'Assemblée algérienne, la commission des finances, le président de la commission des finances? Ces deux-là, le président de la commission défense nationale et le président de la commission des finances, là, puisqu'ils sont civils, puisqu'ils sont élus par le peuple, prétendument élus par le peuple, peuvent être respectivement ministre de la Défense nationale civile et ministre des Finances, de l'économie civile. Hein. Ils peuvent être hein. Président, puisqu'ils contrôlent tout. Ils sont au courant. Contrôler, non. Bon. Donc, à tous les cocos là, de la France et de l'Algérie, bien sûr. Juste quelques extraits de l'accord entré en vigueur le 1er mai 2013, l'accord de coopération du 1er mai, entré en vigueur le 1er février 2013, est signé
le 21 juin 2008, en 2 exemplaires entre Abdelmalek Gnezia, le ministre de la Défense d'Algérie, général chargé, délégué auprès du ministre de la Défense, etc., et Hervé Morin, ministre de la Défense pour le gouvernement français. Du moins, pas pour le gouvernement, pour l'État français, la République française, parce que c'est un accord, il a été signé. Donc, est-ce qu'il a été validé par le Parlement et le Sénat algérien? Ça, bah, vous cherchez là, hein. Juste quelques extraits de cet accord. Que dit-il? 2 ou 3 pages, je ne peux pas le lire intégralement là. Considérons accord de coopération militaire, s'il vous plaît. Donc, les généraux, les soldats généraux algériens, etc., donc ça se confirme. Il y a un accord militaire. Maintenant, est-il possible d'imaginer des généraux de l'état-major algérien donner des ordres à des généraux de l'état-major français? Ben, si vous le faites, essayez de me convaincre pour que je devienne heureux. Ok. Accord de coopération militaire. Du 1er février 2013 entre la France et l'Algérie. Les politiques, les agitateurs, là, Bardella, Le Pen, comment il s'appelle, Wauquiez, comment il s'appelle là, Wauquiez, comment il s'appelle d'autres là, Rotaillot, Darmanin, comment il s'appelle, ils ne peuvent pas toucher à ces accords là, hein, parce que c'est un accord militaire. Parce que c'est un accord militaire donc, qui instaure, qui officialise la même mise de la France sur l'Algérie. Un accord militaire. Et s'ils s'amusent à toucher ça, ou bien les différents ministres des Affaires étrangères, y compris Dominique de Villepin, hein, ne peuvent pas toucher à ça. Là. Emmanuel Macron va en faire du pâté s'il touche à cet accord. Que dit-il? Considérons les liens d'amitié. Il y a une amitié, domaine militaire, il y a une amitié. L'amitié avec ce qui se passe au Sahara occidental, entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire, etc. 1. Le présent accord a pour objet le développement de la coopération entre les parties dans le domaine de la défense. C'est-à-dire ils ont évité les tournures avec les pays, le Mali, le Niger, le Burkina, le Bénin, le Cameroun, Côte d'Ivoire. C'était accord de défense strict sous le contrôle intégral de la France. Ah bon, hein? Maintenant ça commence à changer un petit peu. Donc, le présent accord a pour objectif le développement de la coopération entre les parties dans le domaine de la défense. Dans le domaine de la défense. Est-ce que la France va nous fourguer ses Rafales, ses Mirages? Peut-être, peut-être. En 2026, on verra. La loi des finances. Et le budget de l'armée. La formation du personnel dans les établissements d'enseignement militaire supérieur et de formation spécialisée. Donc, on forme des Algériens à Saint-Cyr. Donc, bonjour le contrôle par les services secrets. Bonjour la formation de futurs espions algériens au profit de la France. L'organisation et l'exécution d'exercices conjoints. Okay, et l'invitation d'observateurs militaires pour les manœuvres et ou exercices nationaux. C'est-à-dire, dans les manœuvres avant, maintenant, je sais que la Team 6, Team 6 des Navy Seals, c'est le top du top de l'armée américaine à piloter des opérations en Algérie, dans le désert, dans le désert algérien. Donc, pour les Algériens, pour les militaires français, ils veulent faire la même chose que Team 6, peut-être. Donc, si d'un côté les France attaquent tous les accords de coopération militaire entre le Mali et la Russie, ah non, pour eux, avec l'Algérie, c'est valable. Les Français, du moins les médias, les hommes politiques ont fait de Wagner, surtout Macron, là, Wagner, cela, etc., les mercenaires, mais ils ne citent jamais les accords de défense entre la France et certains pays africains, les Navy Seals. Ah, jamais. Ou bien, comment on appelle ça, les forces spéciales anglaises. Classifions les choses.
Tant que cet accord de sécurité n'est pas entré en vigueur, les règles suivantes s'appliquent. Les parties protègent les informations classifiées auxquelles elles pourraient, etc. Les informations classifiées sont transmises uniquement, etc. Aucune information, ça c'est... Vous allez voir l'opacité, hein, l'opacité, c'est-à-dire le contrôle de la France, de l'armée algérienne. Fait à Alger le 21 juin 2008 en 2 exemplaires. Bon. Laissez tout l'accord, hein. L'accord de défense entre l'Algérie et la France de 2013, entré en vigueur en 2013, signé en 2008. C'est-à-dire de 2008 jusqu'à 2013, il y a eu un flottement. 2008-2013, c'était François Hollande le président. Hein. Il y avait un chevauchement là. Sarkozy-Hollande, ensuite est venu le roi Emmanuel Macron. Pharaon. Macron, c'est le pharaon. Bon. Qui a rédigé cet accord? Il faut lire la rédaction. Hein. Pas de faute, les virgules à la bonne place, le point virgule à la bonne place, les tournures alambiquées du droit français dans l'accord, etc. Qui l'a rédigé? Est-ce les députés de la Commission de la Défense nationale? Est-ce des sénateurs? Est-ce un travail collectif? Des militaires algériens, des députés algériens, ils partent à Paris, aux Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Champs-Élysées, Tour Eiffel, je sais pas moi, hein, les quartiers chics de Paris, là. Quels sont les quartiers chics de Paris? Je les ai oubliés. Bon, Place Beauvau, là où il y a les bijouteries, Place Beauvau. Je sais pas, bon, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Place Beauvau, la butte de Montmartre, etc., c'est des quartiers chics. Hein. 3e arrondissement, 8e arrondissement, etc. C'est du baratin? Non, c'est pas du baratin, monsieur. Louis Hanoun, Nourdine Boukrouh et Rachid Ali Yahya. Pour aujourd'hui, je vous demande humblement, que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe? Je le répète, en tamazight et arabe, pas en kabyle et arabe. Tamazight et arabe, c'est pour dire à nos frères de l'extrême sud, à nos frères du Tergui, qui sont comme nous, et que nous sommes comme eux. Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe? Oubliez la Kabylie. Oubliez-la. Pour aujourd'hui, je reste à ce niveau de terme. Je répète uniquement que quiconque a trahi Hussein Ahmed El Lounes Matoub est un précomptable. Donc, Louis Hanoun, vous avez été assez TG2 avec Hussein Ahmed. Être la roue de secours ou bien le petit respirateur artificiel de l'Mouradia, ça c'est votre affaire, it's your business. Mais foutez la paix à la Kabylie. Foutez-lui la paix. Nourdine Boukrouh, il m'a été très difficile d'écouter plus de 3 minutes vos mots là. Hein. Américain, Trump. Donald Trump est loin de vous. Fichez la paix à Donald Trump, là. Il a d'autres problèmes beaucoup plus complexes, lui, là. Il est dans l'affaire de AIPAC. AIPAC, Epstein, ça c'est des affaires très profondes, très complexes. Ça me fout le monde de l'Algérie, d'Israël, etc. Réellement, les affaires des États-Unis d'Amérique sont beaucoup plus complexes. Là. Sont tellement complexes qu'il faut les apporter d'une manière assez simple. Juste pour vous, Nourdine Boukrouh, je vous dis que votre façon d'aborder les choses, de toute façon, café de commerce, là, hein, ta trick, là. Vos affirmations ne sont pas des arguments. Bref, donc, Rachid Ali Yahya, Nourdine Boukrouh et Louis Hanoun.
Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe? Je le répète. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Je comprendrai votre silence sur la non-réponse à la question suivante. Que pensez-vous d'une révolution des EI en Algérie? C'est-à-dire, les généraux patriotes vont chasser les généraux antipatriotes. En Algérie. Les généraux patriotes vont chasser les généraux antipatriotes. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Seriez-vous pas d'accord? Seriez-vous capable d'animer une campagne contre le roi de France, Emmanuel Macron? Ok? Animer une campagne d'information contre Emmanuel Macron. Il est en train de faire ses besoins naturels en Algérie, dans notre pays, par fait de domination. Chers compatriotes d'Algérie, travers mes mots, ces mots-là, c'est la vie de Hussein Ahmed et par moments que je veux célébrer. Hussein Ahmed, c'est lucide, c'est un génie, c'est un surdoué. Il est hors catégorie. Par moments, il est souple. Il lâche. Par moments, il est dur. Dans la vie de Hussein Ahmed, que j'avais suivi depuis son retour en Algérie en 1989, il me donnait des mots de tête. Je ne comprenais pas ses objectifs. Alors, je comprenais les mots, je comprenais ce qu'il disait. Mais je comprenais les mots qu'il disait. Mais je ne comprenais pas ses objectifs. Oh, Dieu. Nous voulons la démocratie. Eh oui, vouloir la démocratie, oui, d'accord. Pour atteindre l'objectif démocratique, cet objectif, ce mode de gestion politique, il y a des objectifs intermédiaires. Il faudra apprendre. Les sélectionner, comment manœuvrer, comment faire le découpage électoral, etc. Je ne comprenais pas tout ça, là. J'avais des difficultés à l'imaginer. L'autre difficulté que j'avais eue avec les discours ou les déclarations de Hussein. Ceci étant dit, Hussein, أكرم ربي أكيد جعل ربي قل جنة أدي صرصر ربي الرحمة في غسانيك دي غساني مولانيك. Alors. Hussein était sur les droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, etc. Tout ça. Mais très peu sur l'économie et les relations internationales. C'est après, c'est une fois au Canada que j'ai découvert que je l'ai entendu dire, lancer un appel à Bill Clinton. À Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, qui est au silence actuellement. Par moments, il est dur. Par moments, j'ai utilisé un poème d'amour, du moins de politique engagée d'amour, pour parler de l'action de Hussein Ahmed. Chers compatriotes d'Algérie, il faut prendre tout ce qui est bon chez les Français et abandonner tout ce qui est mauvais chez eux. Qu'est-ce qui est bon chez les Français? Exemple, ils ont une école de mathématiques sublime. Ils ont des poètes sublimes. Ils ont des hommes de conviction sublimes. Ils ont la pédanterie, le caractère prétentieux. Le caractère pédant, là, il faudra l'oublier. Le caractère pédant chez les Français, il faut l'oublier. Ils ont une excellente médecine, ils ont une excellente école de mathématiques, l'école d'économie, non, mais hein, c'est pas Philippe Paillon, là, le cadre du Nobel d'économie qui va faire changer d'avis sur ça. Hein.
Prenez tout ce qui est bon chez les Français et il y a du bon et du très bon. Oubliez le reste. Prenez du Jacques Brel, hein, du Moustaki, du Brassens, du Jean Ferrat. Prenez, ça c'est très beau là, hein, c'est très beau. Hein. Prenez des mathématiques de Poincaré, de Cédric Villani, un gros là, je ne peux pas les citer tous là. Hein. Mais en termes de théorie en relations internationales, etc., oubliez ça. Alors, hein. En termes de droit, oubliez ça là. Hein. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Algérie, il faut apprendre à débattre. Ça, c'est la première. Il faut apprendre à débattre. Il faut apprendre à gérer les crises de débat. Dans les débats, c'est toujours une vague plate là. Hein. Il faut apprendre à gérer les crises dans les débats. Il faut éviter les dommages de la certitude. J'ai énormément de doutes sur ce que je fais. J'ai ma difficulté majeure, c'est que j'ai l'impression de penser plus vite que je n'écris, que je ne parle. Pendant que je vous parle ici, c'est une cocotte minute là, hein? C'est un moulin à café ici. Pendant que je parle, il y a autre chose. Chers compatriotes d'Algérie, il est très très difficile de rester sur cette cadence pour la patrie, mais pour la patrie Algérie. À très bientôt, début 2026, pour la loi des finances. C'est à travers la loi des finances que je peux tirer certaines conclusions, faire des déductions, faire des inférences sur ce qu'attend l'Algérie. Ça c'est possible, à travers les chiffres, on peut dégager, bien sûr, sans pédanterie, sans certitude. Hein. En décembre 2025, chers compatriotes d'Algérie, est-il possible de continuer à aimer en Algérie? Est-il possible de continuer à aimer, comme un fou, hein, comme un dingue, en Algérie? En Algérie, à l'intérieur même de l'Algérie. La réponse est oui. Donc moi, je continue à aimer. Merci à vous tous.